Je suis ravie de vous accueillir, de pouvoir bavarder avec vous de ce sujet qui me tient à cœur, ce sujet de l'hypnose. Vous allez voir aussi qu'on a une approche un petit peu, que j'ai une approche un petit peu particulière de l'hypnose. On y viendra au fur et à mesure. Alors, je vous disais que c'était une gageure et un défi de parler pendant 2 heures, enfin de présenter l'hypnose pendant 2 heures, en plus de présenter l'hypnose avec les ponts possibles avec la systémie. C'est une gageure, mais effectivement, on aime relever les défis et on va essayer de relever des défis. Alors, pour parler de l'hypnose, j'ai envie justement de parler donc, plutôt d'aborder la question de l'hypnose à partir de ces processus, c'est-à-dire l'hypnose en tant que processus, c'est-à-dire de voir avec vous quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre dans le processus hypnothérapeutique et hypnotique. Qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui agit, qu'est-ce qui est en œuvre et qu'est-ce qui est à l'œuvre pendant un travail hypnothérapeutique et hypnotique. Et en abordant la question justement par la question du processus et non pas par la question des protocoles. L'hypnose est souvent abordée du côté des protocoles. Vous verrez que je n'utilise jamais de protocole et qu'effectivement, mon approche est une approche inspirée de François Roustan et vous allez voir aussi ce que nous a apporté François Roustan. Donc, en abordant la question de l'hypnose par le biais du processus qui est à l'œuvre, on peut comprendre d'autant plus toutes les applications qui peuvent être faites à partir de l'hypnose. On va comprendre que, parce que les processus à l'œuvre, ce sont les mêmes, qu'il s'agisse d'hypnose médicale contre la douleur au moment des opérations, qu'il s'agisse d'hypnose clinique et thérapeutique. Les processus sont les mêmes, mais évidemment, en fonction des contextes, les choses vont fonctionner un petit peu différemment. Alors, pour vous parler de ces processus à l'œuvre, j'avais envie d'aborder avec vous quelques points. On va faire les choses à la fois synthétiques et à la fois, je vais résumer en quelques points. Le premier point, déjà, peut-être que c'est un rappel. Le premier point, c'est de rappeler que l'hypnose, qui est largement à la mode aujourd'hui et on comprend pourquoi, on va comprendre pourquoi, l'hypnose est une très vieille affaire de l'histoire de l'humanité. L'hypnose existe depuis la nuit des temps et elle a toujours été au service du soin et du bien-être. Premier point. Deuxième point, l'hypnose, c'est un processus naturel, un processus que vous connaissez tous, que nous connaissons tous, que nous expérimentons tous quand nous sommes dans un état de rêverie, quand on rêvasse, quand on est ici et quand on est ailleurs. Donc, on va parler à ce moment-là, on peut parler, et ça met en évidence finalement l'hypnose comme état dissocié de conscience, mais surtout de conscience dissociée, mais surtout, il ne s'agit pas de réduire l'hypnose à cet état dissocié de conscience. On va voir que c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, l'état dit hypnotique. Donc, c'est une ancienne histoire de l'humanité, c'est un état naturel. Donc, qu'est-ce que l'on va faire quand on va utiliser l'hypnose au service donc d'un processus thérapeutique? On va réactiver, on va activer, on va renforcer, stimuler cet état naturel. On va se contenter de le renforcer et on va voir en quoi il va pouvoir être thérapeutique. Alors, on va le renforcer, on va le stimuler et une des choses importantes dans cet état que l'on connaît quand on est dans la rêverie, l'état de la rêverie permet de la détente, permet un petit peu de se couper du monde. Et ça, c'est une autre caractéristique, le point aussi que l'on va aborder avec l'hypnose. L'état hypnotique amène et conduit à un processus est basé sur un processus d'appel à la détente, au repos. On va voir que c'est très paradoxal après. Mais d'abord, c'est une invitation au repos, plus qu'au repos même. C'est une invitation au ne rien faire. Les séances d'hypnose vont commencer par installez-vous confortablement dans le fauteuil, accordez-vous un moment où il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, rien à réussir
rien à vouloir. Dès qu'on institue cette coupure, effectivement, avec le monde qui nous entoure et qui est fait d'assignations, de demandes, de pressions, etc., dès qu'on exprime cette phrase, le sujet est déjà conduit à un état autre qui va déjà petit à petit amener à l'état hypnotique. Donc, du repos, de la détente, une coupure par rapport aux afférences du monde extérieur et pendant ce repos, pendant cette détente, on va faire appel à la sensorialité du patient. Une fois qu'on a introduit cette coupure avec le ne rien penser, ne rien faire, ne rien vouloir, on va renforcer ce que l'on appelle, nous, la dépotentialisation de la conscience. On va faire ce qu'il faut pour que le patient passe du mental à sa sensorialité. C'est-à-dire qu'on va évoquer des idées, on va évoquer tout ce qui va pouvoir activer, stimuler nos cinq sens. L'odeur, la couleur, l'ouïe, le toucher, le goût. Donc, on va transporter, on va inviter le patient à un voyage à travers ces cinq sens. On peut vraiment appeler un bain de sensorialité. Quelle est l'importance, quel est l'intérêt de ce bain de potentialité, de sensibilité, de sensorialité? Et vous allez déjà comprendre qu'on est déjà là dans un processus thérapeutique. À la fois, c'est le ressort de l'hypnose, mais c'est aussi un ressort, un processus thérapeutique. Il faut faire le parallèle avec les très jeunes enfants, avant 18 mois, qui ont finalement, n'ont pas encore acquis le langage, qui n'ont pas encore la compréhension des mots et qui n'ont pas encore, donc justement, le langage, c'est plus pour eux une question de son, une question de bain aussi sensoriel. Et ces enfants, avant 18 mois, ont déjà une préscience, ont déjà un pré-savoir de leur place dans le monde, de leurs relations et des interactions qui les relient aux autres. Avant 18 mois, il y a des savoirs implicites qui sont extrêmement importants. Et en neurosciences, on a parlé de quelque chose de l'ordre d'un pouvoir de configurer son monde. Ce pouvoir de configurer son monde va être écrasé par l'apprentissage du langage. Ça va être présent encore chez le sujet, mais ça va être écrasé. En hypnose, quand on quand on invite un patient à se promener dans un nuage, à ressentir le vent, à sentir les couleurs, à sentir les odeurs, dans ce bain de sensorialité, on l'invite à renouer avec sa sensorialité et du coup, on l'invite à reconfigurer son monde. C'est quelque part une deuxième chance pour lui, un joker, où il va pouvoir reconfigurer son monde, c'est-à-dire tout en se promenant, tout en goûtant des choses très agréables dans le voyage hypnotique, il va réinventer une place dans le monde, une place vis-à-vis de lui-même, une place par rapport à sa famille, etc. Donc, la sensorialité est quelque chose qui va réintroduire un déplacement, un changement de place et de rapport aux autres, à soi et à la vie. C'est quand on fait appel à la sensorialité, en fait, François Roustan, donc, qui m'a formée, avec lequel j'ai eu la chance de passer plusieurs années, auprès desquels j'ai eu la chance de passer plusieurs années pour travailler avec lui. François Roustan dit qu'à ce moment-là, on fait appel à l'intelligence du corps. Le corps, c'est quelquefois bien plus que la pensée. Donc, effectivement, l'appel à la sensorialité va nous amener à considérer que nous avons un autre tour de contrôle dans notre existence, dans notre être, dans notre subjectivité, une autre tour de contrôle qui n'est pas seulement le mental, qui n'est pas seulement la psyché, mais qui est aussi notre corps et que notre corps nous envoie beaucoup de choses auxquelles on peut se fier. La sensorialité, ça va nous amener à un autre point
qui est très important, un vrai ressort essentiel dans l'hypnose, l'imagination. L'imagination, donc tout ce voyage, toute cette induction, toute cette phase d'induction, le repos, la détente, la sensorialité, ça va amener le patient à plonger dans un espace, dans l'espace de son imagination. Et là, il faut faire référence à une notion d'Erickson. Erickson considère qu'il y a un non-conscient, des fois on l'appelle l'inconscient, mais il est plus juste de dire que le non-conscient ericksonien, c'est un espace, c'est un endroit indéfinissable, mais un endroit où sont présentés tout ce qui n'est pas encore advenu, tous les possibles que l'on n'a pas encore rencontrés, qui sont là, dans un espace de l'imagination, et cet espace-là, du non encore advenu, de toutes les potentialités à advenir, cet espace-là, c'est celui dans lequel on plonge quand on est en transe hypnotique. On entend bien la différence avec l'inconscient freudien, qui est au contraire le lieu du refoulé, qui est le lieu aussi des pulsions, le lieu du désir. Donc l'hypnose ericksonienne fait référence à un monde qui est un monde de ressources énormes que l'on va pouvoir trouver quand on est plongé dans ce vaste monde de la sensorialité et de l'imagination. On va, à partir de là, on va aussi faire appel à l'usage des métaphores. Je sais que c'est un point commun avec la systémie. On va faire usage des métaphores parce qu'à travers les métaphores, on va rentrer dans un processus suggestif. On va donc utiliser un certain nombre de suggestions. On reprendra quelques exemples tout à l'heure, par exemple, pour mettre de la distance par rapport à sa famille. Donc, l'usage des métaphores est très important parce qu'effectivement, on continue à s'adresser au sensoriel, on va suggérer, grâce aux métaphores, un certain nombre de changements, de modifications, et effectivement, ça vient appuyer le travail de l'imagination. L'autre point que je veux aborder avec vous, c'est, on a dit tout à l'heure qu'on peut considérer que l'hypnose, c'est un état dissocié de conscience. En fait, le but de l'hypnose, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de la dissociation, on utilise la dissociation, ou même quelquefois on n'a même pas besoin d'utiliser la dissociation. Les patients viennent, ils sont dissociés. On prendra aussi un exemple tout à l'heure. Donc le but, la finalité de l'hypnose, c'est de créer des réassociations. Quand un patient sort d'une transe, la plupart du temps, il nous dit, geste à l'appui, et les gestes sont aussi très importants à ce moment-là, il nous dit, je me sens regroupé, je me sens réuni, je me sens présent à moi-même. C'est ce travail-là de réagrément quelque part, de cohérence quelque part, de soi à soi, qui va permettre une présence très puissante, pleine de soi à soi dans ces moments-là, qui va aussi permettre le changement. Et là, j'ai envie de vous citer une phrase de François Roustan qui dit les choses d'une façon très claire et qui parle de cette adéquation de soi à soi. Il dit, chaque fois que l'on pense ce que l'on pense, on colle à notre pensée. Chaque fois que l'on sent ce que l'on sent, que l'on voit ce que l'on voit, à chaque fois qu'il y a cette adéquation du sujet à lui-même, cela pourrait être une parfaite définition de l'hypnose. Et il rajoute également de la liberté. Parce que nous verrons que l'hypnose est un apprentissage de la liberté, un grand apprentissage de la liberté. Je viens au point suivant. À partir du moment où on invite le patient à être en adéquation avec lui, on va, et là j'aime beaucoup l'hypnose parce qu'il y a des liens aussi avec la philosophie, on va faire quelque chose qui est un concept philosophique, un concept phénoménologique. On invite le patient à entrer dans la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va gérer les émotions d'une façon tout à fait particulière, je pense. En tous les cas, je vais vous la décrire en hypnose. Quelqu'un présente une peur, quelqu'un présente une angoisse, quelqu'un présente une phobie,
OK, en tous les cas, déjà une angoisse, une inquiétude, OK. On peut l'inviter une fois qu'on a installé du confort, une fois qu'on a installé une relation évidemment de grande confiance avec lui, une fois qu'on assure, et on verra comment la position de l'hypnothérapeute est importante, comment on assure le cadre, effectivement, à ce moment-là, on lui demande d'entrer dans son angoisse. Très bien, vous êtes angoissé, très bien. Elle est comment votre angoisse? C'est un gouffre. Très bien, on y va. Et on traverse donc avec l'hypnose, en entrant dans la chose, on n'esquive pas, on n'essaye pas de comprendre l'angoisse. Il peut y avoir, je vous expliquerai aussi comment je travaille, et effectivement, il y a un travail d'élaboration. Voilà, je finis, Bernard me fait signe, mais c'est vraiment l'avant-dernier point. Donc, il y a un travail d'élaboration, mais là, quand on la travaille en hypnose, effectivement, on traverse, et c'est cette traversée de l'angoisse qui va permettre de la transformer. Et du coup, j'arrive effectivement à cette conclusion du premier abord, des premiers processus, c'est que l'état hypnotique est un état qui permet de remobiliser à la fois nos ressources profondes, mais aussi de nous ouvrir aux ressources du monde extérieur. Pas seulement de nos contextes de vie familiaux, etc., mais l'hypnose, nous plongeons dans la sensorialité, nous fait une expérience existentielle très forte. Parce qu'en fait, en faisant ces différents processus dont je vous ai parlé, on remet en contact le patient avec l'univers du vivant. Et on fait, j'ai envie de dire, entrer dans la salle de la thérapie quelque chose de l'ordre vraiment de l'immensité du vivant. Et juste pour finir, vous le verrez, je pense que la neuroscience va vous l'éclairer, l'hypnose, on pourrait la résumer ainsi, c'est un état paradoxal. On a l'impression qu'on est retiré et qu'on est immobile, arrêt, elle est remise en mouvement. Immobilité, elle est effectivement remise en mouvement, remise en changement. Retrait, elle est ouverture. Imaginaire, elle va ouvrir sur une reconfiguration du réel. Maintenant, nous allons parler effectivement de ce troisième temps qui est de la relation de la relation du thérapeute et du patient. Bon. Alors, j'ai envie de dire, qui serait mieux placé qu'Edith Golbeter pour nous évoquer ces questions de résonance, ces questions de relation du thérapeute au patient, et aussi, je pense que là, ça va être intéressant de voir la position de Nicole par rapport à ce qu'elle appelle l'hypnose du thérapeute. Alors, Edith, je te donne la parole pendant un quart d'heure. Merci. Donc, je vais essayer de parler à la fois de la question effectivement de la place du thérapeute vis-à-vis de ses patients et dans son travail avec les patients au niveau de la thérapie familiale, et j'essaierai de faire des ponts parce que je pense qu'il y a beaucoup de ponts à faire avec l'hypnose, et il y a même beaucoup d'intersections. Donc, la pratique de l'hypnose, en fait, m'interpelle justement au niveau de la question concernant la place du thérapeute face à ses patients. Parce que je pense qu'il y a des entrées différentes, et je vais vous parler d'une entrée particulière qui est celle que j'ai un petit peu mise sur pied, qui est basée sur le modèle du tiers pesant. Et dans ce modèle, je dirais qu'une question centrale qui sous-tend l'intervention, et surtout lors d'une première séance, c'est à quelle place une famille qui consulte va-t-elle me mettre? Et pour moi, c'est extrêmement important, c'est de se dire que lorsqu'une famille vient consulter, et quand je parle d'une famille, ça peut être un individu, ça peut être un couple, ça peut être une famille nucléaire ou élargie ou reconstituée, parce que je crois que même quand on vient seul, on vient toujours avec sa famille, et on parle toujours de soi et de sa famille. Et donc, la lecture que je vous propose va être basée sur une amplification des résonances entre la place que le thérapeute a occupée dans sa propre famille d'origine et la place dont il a le sentiment que la famille voudrait
qu'il l'occupe. Il y a comme une attente, au-delà de la demande précise liée à un problème, à un symptôme quelconque, enfin pas quelconque, important pour la famille. Au-delà de ça, il y a une demande de rencontre et d'inclusion de ce thérapeute dans l'espace familial. Et donc, dès la première séance, pour moi, se pose la question de quelle est la place que je vais occuper, à la fois sur un plan physique, une fois la famille installée, pouvant occuper différents sièges, lequel parmi ceux qui sont restés libres vais-je occuper? Mais ce n'est pas seulement le siège, c'est aussi quelque chose où très vite on va démarrer dans la métaphore dont déjà Nicole a parlé tout à l'heure. Parce que pour moi, je pense que cette place que peut-être la famille attend que je prenne est une place qui peut-être pourrait permettre à la famille de restaurer un équilibre perdu. Perdu peut-être suite au départ d'un membre de la famille, départ par décès, départ par rupture, et en tout cas départ qui a bousculé la manière habituelle de fonctionner dans la famille et a créé un vide qui est ce que j'appelle la place du tiers absent. Et dans cette mesure-là, on peut se demander dans quelle mesure il n'y a pas comme ça une place vacante, mais qu'on ne peut pas regarder, qu'on ne peut pas considérer parce qu'elle est trop douloureuse, il est trop douloureux de voir cette absence. Donc, la question est de voir qu'est-ce que la famille va peut-être mettre en place pour évacuer un deuil impossible à faire par rapport à cet absent. Une des réponses possibles, c'est de faire émerger un patient désigné, comme on l'appelle en systémique, c'est-à-dire quelqu'un qui va tellement concentrer tous les regards et toutes les attentions sur lui que quelque part, l'absence d'un autre membre de la famille pourrait passer au second plan, pourrait paraître moins importante, moins urgente à aborder. Et donc, c'est un peu ce que j'appelle cet absent pour moi, c'est ce que j'appelle un tiers pesant, absent. Pourquoi je l'appelle un tiers pesant? J'utilise ce qualificatif de pesant pour souligner combien certains absents dans les familles avaient une fonction tellement importante auparavant, quand ils faisaient partie de la famille, que le poids de leur présence est remplacé maintenant, ou risque d'être remplacé par le poids de leur absence, parce que tout convergeait autour d'eux. Ils avaient un rôle très centralisateur, pas forcément positif. Ça pouvait être un tyran dans la famille, mais vis-à-vis duquel toute la famille était en cohésion face à ce tyran. Donc, ce n'est pas forcément un rôle positif. Mais en tout cas, cette absence maintenant est devenue pesante à son tour. J'aime bien James Joyce qui a abordé justement cette question de l'absence comme étant parfois la forme la plus importante de la présence. Et c'est vrai que l'absence pouvant être tellement cruciale et tellement lourde, la famille peut mettre en place des choses qui vont masquer cette absence. Et donc, quand je rencontre une famille, la question que je me pose, c'est est-il possible qu'il y ait là un absent et est-il possible que ce siège représente quelque chose d'important, qu'un des sièges de la famille, en tout cas, est occupé par cet absent, siège que je peux parfois avoir occupé moi-même et que je devrais quitter, ou un siège qui est resté libre. Et donc, lorsque j'évoque cette absence et le siège éventuel que cet absent a occupé, on rentre dans un moment j'ai envie de dire, de transe partagée. Et comme vous voyez, on ne fait pas ça qu'en thérapie familiale. Voilà un exemple où une chaise a été métaphoriquement utilisée pour indiquer la place d'un prix Nobel chinois qui n'a pas pu se déplacer pour aller en Suède en Norvège, parce que c'est le prix Nobel de la paix, pour aller chercher son prix. Et donc, à partir du moment où un siège dans la séance est quelque part désigné comme étant le siège de l'absent, eh bien, on est dans une espèce, au départ, dans une métaphore. On est d'abord dans un meuble, le siège, puis qui devient la métaphore de l'absent, et puis qui devient une forme de réalité, de métaphore vive, et quelque part, on rentre effectivement dans la transe, et c'est là que je rejoins Nicole, parce qu'un
un pont va se créer à ce moment-là, dans la mesure où la famille va s'adresser ou va considérer ce siège avec émotion, et moi-même, éventuellement, si je fais allusion à l'absent, je vais spontanément même indiquer ce siège. Donc, on est dans quelque chose, effectivement, où on arrive à, je dirais, si l'hypothèse, en tout cas, que je travaille là se confirme, on rentre dans quelque chose qui permet de conscientiser aussi l'absence qui était jusque-là masquée parce que trop douloureuse. Et c'est à ce moment-là qu'on peut rentrer dans tout un travail au niveau du deuil, et ça c'est un travail qu'on fait dans le cadre de la thérapie, et qui permet de pénétrer dans un paysage qui est éclairé différemment, qui est peut-être triste, mais qui est sécurisé et qui permet de s'acheminer vers un au revoir serein. Je dirais que au niveau de l'hypnose, peut-être quand on travaille dans l'hypnose pure, on peut se demander dans quelle mesure Nicole ou d'autres thérapeutes qui travaillent dans la veine ericksonienne ne choisissent pas de chef la place qu'ils occupent pour inviter ensuite, avec beaucoup de bienveillance, les patients à les suivre sur la route du rêve, d'un rêve que parfois le patient peut meubler et même guider lui-même de façon plus importante. Mais c'est donc une démarche qui est quand même différente, mais qui conduit, comme la démarche que j'ai proposée, à des changements. Parce que dans les deux cas, les patients ont à se détacher de leur réalité quotidienne pour éprouver des sensations nouvelles et libératrices dans un cadre qui est à la fois familier et qui est à la fois différent en même temps. C'est un peu comme si le paysage devient en partie rêvé et puis acquiert une autre dimension, d'autres couleurs, et permet d'envisager de nouvelles voies. En fait, effectivement, comme disait Bernard, on a abordé le numéro 55, je l'avais prévu en 2015, on a abordé dans les cahiers critiques un thème autour de l'hypnose, entre autres, et de la thérapie familiale. Ce que je constate dans les deux approches, thérapie familiale comme dans l'hypnose plus pure, je dirais, dans ces deux approches, le thérapeute ne s'accroche pas à une réalité absolue et objective. Il ouvre à des représentations métaphorées qui permettent de transformer la vision du monde, aussi bien de la famille que parfois en même temps du thérapeute. Et par exemple, la métaphore du tiers pesant que moi j'utilise quand c'est possible, quand l'hypothèse se vérifie, qui est donc présentée sous forme d'un siège qui ensuite prend vie dans l'espace thérapeutique, induit un vécu très proche d'une transe hypnotique et permet de révéler des aspects indicibles du vécu. On assiste au fond à une espèce de déplacement par rapport au terrain initial de la séance. Et tout à coup, il arrive que les représentations suscitées acquièrent une dimension de réel. C'est toujours un peu magique. Il y a transe dans la mesure où la famille et le thérapeute entrent ensemble dans un espèce d'état second où le réel est comme si et où le comme si devient réel. Il y a une espèce de modification collective d'un état de conscience, et on passe très très fréquemment, lorsqu'on se trouve dans ce cas de figure et qu'on utilise une représentation métaphorique, on passe très fréquemment d'un vécu de certitude à un sentiment de capter la réalité. Mais c'est une réalité entre guillemets, bien sûr. C'est une construction qui se passe à ce moment-là. Et c'est cela qui crée pour moi le choc, la surprise et le basculement de certaines certitudes ancrées, et qui constituent en fait des conditions essentielles pour permettre un pas thérapeutique. En fait, on entre dans un processus de création qui, comme l'évoque d'ailleurs Erickson, survient lorsque une configuration habituelle d'association est interrompue. Donc, on est bousculé, ça constitue un espèce de choc psychique, un débordement sensoriel, et un débordement aussi du vécu émotionnel. En fait, on est dans la surprise, et pour moi, la surprise, c'est un moment essentiel dans le contexte de la thérapie. Donc, je voulais, par cette courte présentation, évoquer le fait que même si
la thérapie familiale et entre autres le modèle du tiers pesant, mais qui est un cas parmi d'autres au sein de la thérapie familiale, est une approche, une entrée différente de celle de l'hypnose plus ciblée. Je dirais que dans les deux cas, on se trouve dans des choses très proches dans la mesure où il y a des moments de transe, peut-être des transes qui ne sont pas induites de manière aussi consciente par le thérapeute lorsqu'on est en thérapie familiale, mais qui sont souvent du même ordre que ceux qui se passent dans le travail d'hypnose pure. Et à partir de ces états de transe peuvent émerger des nouveaux chemins et une sortie peut-être vers un mieux-être. Voilà, je m'arrête là. Nicole, tu vas aborder donc cette question de la place du thérapeute et de ce que tu appelles l'hypnose au service du thérapeute. Puisqu'il y a déjà des questions qui ont été posées, peut-on parler d'auto-hypnose, etc. Voilà, je te laisse la parole. En tous les cas, merci Edith, hein, parce que je pense qu'effectivement, tu as bien mis en évidence un certain nombre de croisements, cette transe commune qui peut émerger par surprise. Je retiens vraiment des termes, des mots qui vraiment font énormément sens dans notre pratique, créativité, surprise. Je dis toujours que le travail en hypnose, je veux dire, bon, effectivement, heureusement ce n'est pas qu'en hypnose, je veux dire, ça nous maintient éveillés. Hein. On est sur le qui-vive de la surprise. Et la notion de surprise, j'ai envie de dire, non seulement Erickson l'a abordé, mais je veux dire, c'est aussi une notion qui était très, très importante chez Winnicott. Winnicott disait, quand un enfant arrive à se surprendre lui-même, c'est qu'il est déjà guéri. Donc, je veux dire, cette notion de surprise et de faire ce qu'il faut, ou de ne rien faire peut-être pour que ça émerge, on va voir. Alors, justement, tu as abordé un petit peu cela. Alors, un autre endroit où effectivement systémie et hypnose se rejoignent. Je travaille beaucoup dans les supervisions, mais on ne va pas aborder ça, la résonance auprès des personnes que je rencontre, mais je les travaille avec des exercices d'hypnose. Et ça aussi, c'est extraordinairement passionnant, parce que là aussi, tout le monde est surpris. Aussi bien les thérapeutes en supervision qui pourtant ont déjà une belle expérience que moi, effectivement, on est dans la surprise et dans des échanges qui sont magiques et étonnants. On peut avoir la même image quelques secondes près sans l'avoir dite. Enfin, je veux dire des choses étonnantes. Bon, ce que je voulais vous dire là, dans cette partie-là, c'est peut-être l'apport vraiment très spécifique de François Roustan, qui a vraiment mis en évidence, mis son accent sur la posture du thérapeute et comment l'hypnose peut être très utile, quelle que soit notre approche, que l'on soit thérapeute individuel, thérapeute de couple, thérapeute de famille, etc. Comment elle peut, Gestalt, thérapeute, comment cette hypnose, comment cet apprentissage de l'hypnose, je ne vais pas aborder l'auto-hypnose, mais quelque part ça va rejoindre, comment cet apprentissage de l'hypnose peut me servir à moi en tant que thérapeute, quelle que soit la situation qui est à côté de moi, en face de moi. Et là, François Roustan venait souvent dans nos colloques et il nous disait qu'effectivement, et je vais le citer pour ne pas le paraphraser, il disait bien, parce qu'il était très, très sensible aussi à la question de la systémie, le système thérapeutique s'organise autour de la position du thérapeute. En prenant sa place, le thérapeute construit un espace thérapeutique singulier où plus il est lui-même, plus il est pour l'autre et par l'autre. En prenant sa place, il invite le patient à prendre sa place à son tour. C'est une affaire de mouvement et d'espace dans le système thérapeutique, un espace de correspondance faite de danse et de musique. Quelque chose qui bouge ensemble. Et une des équations énormes et très fortes de Roustan, c'était ce n'est pas le thérapeute qui fait, ce n'est pas le patient, ça se fait. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment la question de la rencontre, hein, et aussi de la rencontre éthique. Quelque chose se fait. Hein, et c'est ça qui est. Du coup, ce quelque chose qui se fait, ça renvoie à une position de très grande humilité chez le thérapeute. Et c'est cela que j'adore aussi dans cette approche de l'hypnose au service du thérapeute. Encore une fois, c'est plus une question de posture. D'abord,
Peut-être en À quoi il effet. nous invite? À quoi il nous invite? Il nous invite, alors là aussi c'était décoiffant quand il venait dans nos colloques, et combien de fois je l'ai entendu dire la phrase terrible: tant qu'un patient ou une famille ou un couple vient confirmer ce que vous croyez savoir, c'est que vous n'avez pas encore commencé à travailler. Le travail se fait quand vous rencontrez, quand vous êtes donc surpris par la situation que vous rencontrez. Et Milton Erickson disait, à chaque patient, j'invente une théorie. C'est-à-dire que effectivement, rentrer dans la rencontre, rencontrer l'autre, quelle que soit la situation, encore une fois, dans sa singularité qui excède tous nos savoirs, toutes nos théories. Là, on est vraiment au cœur de la rencontre d'humain à humain. On ne parle même plus de psycho, on ne parle même plus de thérapie familiale ou n'importe quoi. On est vraiment dans une rencontre d'humain à humain. Et ça, alors, comment il nous y invite? Il nous y invite, alors je cite une phrase, tiens, que j'avais surlignée, parce que j'aime beaucoup l'hypnose, parce qu'elle fait cohérence aussi avec mon approche philosophique. Quand Roustan nous invite, quand Milton Erickson nous invite à rencontrer la singularité de l'autre, j'ai une phrase de Michel Foucault qui résonne en moi, parce que je crois que c'est ça aussi, ça parle aussi de la position du thérapeute. Michel Foucault disait, surtout se taire devant une singularité qui se lève. Quand on reconnaît la singularité de l'autre, on n'a plus rien à faire. Quand l'autre adhère, rencontre, perçoit sans sa singularité, d'ailleurs ce sont des moments très émouvants quand on invite le patient à être lui, c'est toujours, il y a une émotion magnifique qui effectivement apparaît. Donc effectivement, devant une singularité, il n'y a rien à faire qu'à se taire. Donc, Roustan formalise ça en disant effectivement, on oublie devant le patient nos savoirs, on s'amusait ensemble, je lui demandais régulièrement est-ce que je suis devenue assez bête, parce qu'une de ses phrases c'était il ne s'agit pas d'être bête, il s'agit de le devenir, c'est-à-dire on met au rencard ce que l'on croit savoir. Donc effectivement, et on avance avec une expression qui est troublante, l'expression de François Roustan, on avance les mains nues. On avance effectivement sans avoir l'appui, l'apport de notre savoir. Bien sûr, on sait. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir, qu'il ne faut pas apprendre, mais il dit c'est l'oubli qui conditionne la plénitude de l'acte. Donc, on sait, mais on apprend à oublier pour être vraiment là, en face du patient, là où il en est lui, là et non pas là où je suis, où je voudrais qu'il soit. Donc, présence aux mains nues, respect de la liberté de l'autre, et respect de la liberté de l'autre, et Edith, tu en as parlé à un moment donné, quand tu dis qu'on peut avoir des hypothèses, mais on en change constamment. Une des phrases magnifiques de Roustan, mais on met des années et des années pour vraiment y être, il disait « La plus grande attention se conjugue avec l'absence d'intention ». C'est-à-dire que même si je lance une transe avec une certaine idée, même si effectivement j'ai une hypothèse, etc., de toutes les manières, la seconde d'après, je veux la transformer. Hein, donc la plus grande attention. Voilà. Et du coup, vous allez me dire, les mains nues, pas de recours à notre savoir, on plonge dans la réalité de l'autre, on plonge dans l'angoisse de l'autre, et il faut, si on amène, comme tout à l'heure je vous disais, on peut amener le patient à rentrer dans son angoisse, si on l'amène, il y a une seule condition, c'est que moi je sois tranquille dans l'intranquillité de l'autre. La condition absolue, c'est que j'accueille cette angoisse avec le plus de tranquillité possible. Donc, la question va se poser, c'est une présence aux mains nues, quel est quand même mon confort? Parce que tout va dépendre aussi de ma capacité à être confortable. Et là aussi, je suis désolée, je cite Roustan souvent, mais parce que je pense qu'il a un apport essentiel. Et là, Roustan nous dit, ce qui va me permettre d'avancer, de trouver mon assise en tant que thérapeute, de trouver mon confort dans cette intranquillité, dans cette émergence du nouveau qui va me surprendre, hein, et plus je serai surpris et plus ça signifie que quelque chose va bouger. Qu'est-ce que c'est? C'est ma présence à mon corps vivant, me sentir là dans mon fauteuil, dans mes bras, dans mes mains, sentir la sève
qui monte, si je prends l'image de l'arbre, et du coup, être dans cette posture où moi aussi, quelque part, je suis en hypnose. Et je suis en hypnose parce que je suis totalement avec le patient. Alors, on ne parle pas d'empathie, hein, mais je suis totalement avec le patient dans son angoisse, dans sa tristesse, dans son deuil. Et en même temps, je suis dans mon corps vivant, présent dans mon fauteuil, présent dans ma propre existence. Donc, c'est ce en même temps qui est fondamental. Une des clés aussi essentielles pour conforter le thérapeute dans son confort, si on peut dire, le conforter dans son confort, c'est l'apprentissage par nous-mêmes, pour nous-mêmes, de l'hypnose. J'étais effrayée d'apprendre qu'il y a des hypnothérapeutes qui n'ont jamais expérimenté pour eux-mêmes, par eux-mêmes, la transe hypnotique. Pour être dans cette attitude de très grande ouverture vis-à-vis de l'autre et en même temps de très grande présence, on est soi-même dans une certaine forme d'hypnose. Et donc, je ne peux amener le patient à un sentir large, dont on a parlé tout à l'heure, à un sentir libre, que si moi, j'ai fait l'expérimentation de se sentir large et de se sentir libre. Et finalement, dans cette approche, qu'est-ce qui est intéressant? Dans cette approche, dans cette attention portée à la posture du thérapeute, c'est qu'on en oublie absolument le souci de soi. On est absolument dans quelque chose où, encore une fois, on est sensible au contexte que l'on crée, on est sensible à cette émergence, mais cette émergence, ce n'est pas nous qui la créons. Donc, c'est une position qui nous invite à une très grande humilité, un très grand dépouillement et du coup un immense respect de la liberté de l'autre. Une des phrases aussi de Roustan que j'adorais, c'était surtout rester au seuil de la liberté de l'autre. Alors, comme Rostand était quand même très réaliste, qu'est-ce qu'il nous disait en parlant de cette attitude-là? Il disait, je le cite là aussi, hein, c'est chaque fois impossible, chaque fois à refaire, chaque fois à retenter. Mais c'est bien cela qui nous maintient en éveil. Et c'est peut-être ce qui est le plus paradoxal avec l'hypnose, c'est que ça nous maintient tous en éveil. Quelqu'un pose la question et je pense que ça s'adresse davantage à toi, Nicole, bon, pourquoi on ne parle pas d'empathie? Oh, mais je pense que peut-être Edith peut. Parce que je suis moi. Alors, évidemment, le mot d'empathie, il est tellement utilisé à tort et à raison. C'est-à-dire, je ne porte pas le drame du patient sur mes propres épaules. C'est-à-dire que je suis touchée, évidemment, par le vécu du patient, mais on est chacun dans nos espaces existentiels différents. C'est-à-dire que si on considère que l'empathie, c'est vibrer avec l'autre sur sa souffrance, non. Si je vibre avec le patient dans son angoisse, je serai emportée, c'est ce qui arrive dans son entourage, je serai emportée dans son angoisse. Je dois, moi, être hyper tranquille, m'arranger pour être dans mes propres lieux sécures, être hyper tranquille, tout en étant avec le patient dans son angoisse. L'hypnose du thérapeute, c'est évidemment ce double niveau, d'être moi tranquille dans mon fauteuil et en même temps dans le drame, dans le chaos, dirait Winnicott, dans le chaos du patient. Donc effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas dans la notion d'empathie, c'est-à-dire, voilà, je peux être touchée, Souffrir avec. mais je ne souffre pas avec le patient. Au contraire. Et Roustan disait effectivement, et ça c'est vraiment quelque chose que je travaille beaucoup dans les supervisions, quand on souffre avec le patient, on se déplace et on veut trop en faire pour le patient. On veut l'aider sûrement parce que ça résonne en nous et qu'on veut s'aider nous aussi en même temps. Et du coup, que ça résonne, ce n'est pas ça le problème, hein, mais effectivement, on risque de confondre un petit peu les choses. Et donc, une des difficultés contre laquelle on travaille, c'est le vouloir trop en faire et trop faire pour le patient.
D'accord. Chercher à être un trop bon thérapeute, ça risque de se retourner contre le patient lui-même. Et si ça résonne trop, que fait-on? Mais c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu ce dont vient de parler Nicole avec l'empathie, si ce n'est que j'ai une position un peu différente parce que je pense que la résonance, c'est effectivement, bon, d'abord il faut vérifier qu'il y a résonance, mais je pense que quand on sent des choses, on est avec des patients et on sent des choses, ça peut être d'être bouleversé par l'histoire qu'ils racontent ou d'être irrité par un des membres de la famille, enfin, de se sentir agressif, de se sentir attristé. Enfin, disons que lorsque nous sentons des choses, la question est de voir qu'est-ce qu'on en fait. Soit, et là je rejoins Nicole, se laisser simplement flotter sur 16 ans, sur ce qu'on sent, et donc aller spontanément vers pleurer avec les patients ou se fâcher sur eux parce que quelque chose ne fonctionne pas comme ça devrait aller, etc. Non, je ne crois pas que ça, c'est la solution. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas s'interdire de ressentir. Il faut s'écouter ressentir. En fait, on est à deux niveaux. On ressent et on sent qu'on ressent. Et je crois que c'est ça qui fait la particularité de la thérapie. On n'est pas que dans la relation, on est dans la relation, plus on se regarde être dans la relation. Et donc, il y a toujours ce double niveau et qui fait que à partir du moment où on est conscient qu'on sent, donc on ne se contente pas juste d'être porté par ce qu'on sent, mais aussi on sent qu'on sent, à ce moment-là, on peut se dire, qu'est-ce qui fait que je sens ça et comment est-ce que je peux utiliser ce que je sens pour en faire, comme disait Moniel Caïm, un levier, un pont particulier entre cette famille et moi pour pouvoir avancer. Et donc, je ne crois pas qu'on doit raconter notre vie à nos patients, je ne crois pas qu'on doit pleurer avec eux, mais je crois qu'on peut se dire, tiens, qu'est-ce qui fait que je me sens tellement attristée dans cette histoire qui vient d'être dite là? D'abord, quelle fonction ça pourrait avoir pour eux que je me sente attristée dans leur histoire? En quoi est-ce que ça pourrait être utile, et utile pas dans un côté négatif, mais utile à une sécurisation pour eux, que je partage avec eux, par exemple, cette tristesse, et essayons de travailler sur cette dimension-là, sur la fonction que ça peut avoir pour eux, plutôt que de pleurer avec eux. Donc, c'est toujours se mettre à deux niveaux en même temps, sentir le niveau de base, mais pouvoir aussi se mettre en position méta par rapport à ce qu'on sent et ce qu'eux suscitent chez nous. Et ça émerge dans la relation avec eux, on n'est pas tout seul là-dedans. C'est une émergence d'une co-construction qu'on vit avec nos patients. Tout à fait ça. Je veux dire, quand tu parles de ces deux niveaux, c'est ça que j'appelle l'hypnose du thérapeute. Hein, je veux dire, et c'est plutôt, moi, je suis un peu contre la notion un peu banale, c'est un peu basique d'empathie, souffrir, etc. C'est ça. Mais effectivement, on ne peut pas ne pas ressentir. Sinon, on ne ferait pas ce métier-là. On ne peut pas. Effectivement, l'important, c'est même pas on ne va pas se priver, c'est impossible de faire autrement. Donc, effectivement, sentir ce qui se passe là, mais effectivement, savoir où nous, on se situe par rapport au sentir du patient. Et c'est effectivement ces deux niveaux-là, c'est là où l'apprentissage de l'hypnose en tant que thérapeute nous permet d'aiguiser un petit peu, tu vois, ce double niveau, de ne pas se perdre dans ce double niveau, ne pas considérer que c'est de la confusion, mais au contraire, faire la part des choses, si tu veux, et en même temps, les laisser se transformer, comme tu dis. Moi aussi, je ne sais pas pourquoi je parle de Winnicott ce soir, mais je veux dire, on est vraiment dans une ère transitionnelle où quelque chose se passe. Hein, et voilà, mais il faut que on sache qu'est-ce qui a fait, presque, qu'est-ce qui a fait corps ensemble et qu'est-ce qui a fait différenciation dans cet espace-là. J'ai une petite vignette, mais qui illustre un peu ça. Je me rappelle qu'un jour, avec une famille, à un moment donné, j'ai commencé à somnoler. Or, je suis en général plutôt une agitée, si on peut dire. Donc, et je somnolais et je faisais tout pour que ça ne se voit pas. J'essayais de prendre des notes, mais mes notes ma plume glissait vers le bas. En fait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis dit,
mais c'est eux qui se sont mis à me parler plus bas et ils sont en train de me bercer. Et, et je leur ai dit à un moment donné, c'est curieux, j'ai l'impression que je suis en train de somnoler. Ah oui, oui, madame, on l'avait vu. Et j'ai dit, oui, mais est-ce que je dois comprendre que vous êtes en train de me dire des choses que vous dites, mais qu'en même temps, il vaut mieux que je n'entende pas? Et en fait, c'était ça. Et il était en train de parler d'un truc d'inceste qui s'était passé, voilà. Et mais il a fallu effectivement que je me mette en position méta par rapport à ce que je vivais. Ah ouais. Ah, c'est très intéressant parce que du coup, quand tu parles de position méta, j'ai envie de dire, nous, en tant qu'hypnothérapeute, je veux dire, et si on se réfère à cette approche-là, encore une fois, au-delà de ce qu'on a dit, ce double niveau, quand on se sent être perdu, parce que ça arrive dans une séance, hein, je veux dire, on est perdu, on ne sait pas justement qu'est-ce qui est touché, qu'est-ce qui n'est pas touché, qu'est-ce qui résonne, on ne sait pas, hein, on n'arrive pas à séparer ces deux niveaux, etc. Là, ce à quoi j'invite les thérapeutes, c'est vraiment revenir à disons à leur assise. Tu reviens à ton confort, à ta place dans le fauteuil, tu reviens là, tu retrouves tes jambes, tes pieds, etc. Là, dans cette adhésion de soi, à ce moment-là, on peut remettre en place les deux niveaux. Sinon, on est emporté, on est perdu. Voilà. Donc, c'est quand tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train, et tu as énoncé que, mais dans ta parole, tu es revenu à toi finalement. Et c'est ça qui a permis de différencier les deux niveaux. Et voilà, et ça a fait avancer les choses, quoi. Et c'est pour ça que je dis Bien, toujours en formation, il faut s'écouter soi-même en même temps qu'écouter les autres. Trouver Et le confort. Oui, s'écouter soi. bien Et sûr. donc, avoir le cerveau qui se partage en deux, c'est pas le cerveau, c'est pas pour la physiologie, mais je dis, on travaille avec deux demi-cerveaux. Un qui fait, qui est Ouais, ouais, c'est empathique, ça. et l'autre qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que je suis empathique et qu'est-ce qui se passe C'est clair. entre eux et moi? quelle différence tu fais entre ce que tu appelles, Nicole, la présence à l'autre et ce que, parmi nous, ceux qui ont été formés en psychanalyse au début, ont été amenés à faire l'écoute flottante, entre la présence à l'autre et l'écoute flottante? Euh, je vais dire une chose terrible, très paradoxale. Quelque part, on n'est pas dans l'écoute. D'accord. On est dans la présence. Et on est dans une présence, et c'est pour ça que l'importance des corps est là, on est dans une présence où, et je reviens sur une phrase de Cyrulnik, on sent l'autre. L'écoute, c'est déjà trop intellectuel. D'accord. On est dans un mouvement où effectivement, on se laisse à la fois, comme on a dit, emporter par le patient, on va aller dans son monde. L'écoute, Roustan disait quelque chose d'incroyable, c'est que les mots viennent après. Et les mots viennent après pour expliquer, mais si on met les mots avant, et d'ailleurs, quand on écoute des trans, si vous écoutez quelques exercices que je guide, vous serez étonné par la faiblesse du vocabulaire. Moi qui aime chercher les mots quand j'écris, voilà, etc., on utilise des mots qui ont leur importance plus en termes de sonorité, de rythme, s'accorder au rythme de l'autre. On est plus sur quelque chose de cet ordre-là, même en séance avec le patient, que sur l'intellectualisation.